Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 30 octobre et je reviens pour un point lecture. Je vais vous parler de deux lectures que j'ai faites dernièrement, deux livres de deux auteurs américaines, deux thrillers psychologiques. Et vous allez le voir, il y en a un que j'ai adoré et l'autre que j'ai pas beaucoup, voire pas du tout aimé. Je commence tout de suite par le roman de Joyce Carol Oates, Petite sœur, mon amour. Joyce Carol Oates, c'est une auteure américaine que j'aime énormément lire puisqu'elle fouille très en profondeur ces personnages et les systèmes notamment familiaux dans lesquels ils sont embourbés. Voilà, ça fait un petit moment que je ne l'avais pas lu et j'ai été ravie de lire au début de ce mois-ci Petite sœur, mon amour. Alors, nous sommes dans une petite ville très chic de la côte est américaine et on va suivre la famille Rampike qui est parvenue à son objectif, à savoir s'intégrer dans la communauté des riches familles de cette ville. Alors le père qui est charmeur et baratineur, il vit une ascension professionnelle fulgurante. La mère, elle, c'est quelqu'un qui est en quête de reconnaissance. Elle exulte de se voir ouvrir les portes dans le petit cercle des mères au foyer huppées de cette ville et aussi mères au foyer archi occupées puisqu'elle s'occupe de tout plein de trucs dans leur vie familiale et scolaire des enfants. Elle est ravie, la maman Rampike, parce qu'elle a enfin ses entrées dans les clubs privés ultra sélects de la ville. Les invitations pleuvent, les réceptions mondaines à la maison deviennent tout un business et elle s'éclate. Tout ça, il faut dire que c'est non pas assez peu en lien avec l'ascension professionnelle du père, puisqu'on le verra, c'est quand même quelqu'un de très particulier, mais c'est principalement dû à la gloire de leur fille cadette, la petite Edna Louise, la petite fille qui a 4-5 ans dans cette histoire. Alors, pourquoi la gloire de cette petite? Parce qu'elle est championne de patinage artistique. En fait, la mère, qui elle-même a échoué en patinage artistique dans sa jeunesse, eh bien, dès ses 4 ans, elle a mis sa petite Edna Louise sur des patins et la petite s'est avérée super douée. Et du haut de ses 6 ans, c'est une petite fille qui rafle déjà tous les podiums. C'est une flèche montante du patinage artistique. C'est également une mini-miss entièrement façonnée par sa mère. Une mère qui ira jusqu'à lui changer son prénom. Elle va rebaptiser Edna Louise, elle va l'appeler, demander à tout le monde de l'appeler Bliss, parce que selon la mère, c'est beaucoup plus sexy, donc vendeur. C'est aussi plus divin, puisque cette maman est pétrie de préceptes religieux, super immersion dans ces familles où la religion dicte un peu tout, et aussi on le pressent un peu la folie de la maman. Alors cette fabuleuse ascension et cette gloire de la famille Rampike, elle va s'arrêter assez vite et elle va s'arrêter bien net puisque la petite Bliss va être assassinée sauvagement, ce qui va susciter l'émoi de tout le pays. C'est la fin du rêve, c'est la fin de la jolie, de la jolie famille Bling Bling. Ceci dit, excusez-moi, on va suivre dans tout ce roman, on va comprendre que la folie va continuer malgré le drame. Alors au contraire de ce qu'on imagine, le héros de cette histoire, ce n'est pas Bliss, c'est un personnage discret et oublié de cette famille, c'est Skyler, qui est l'enfant aîné de cette famille. Skyler qui du haut de ses 9 ans, lui il voyait tout ce qui n'allait pas dans sa famille et il a tenté en vain, et bien évidemment en vain, à 9 ans on ne peut pas faire grand chose contre ce qui se passe, il a tenté en tout cas de protéger sa petite sœur et il va se construire avec cette culpabilité de ne pas l'avoir protégée. Donc ce roman, c'est Skyler qui, devenu jeune adulte, nous raconte son histoire et celle de sa famille ultra pathologique.
Alors il y a la mère qui est complètement déséquilibrée et qui est en permanence en quête d'affection et de gloire. Une mère qui ne lésinait pas sur les moyens pour développer sa petite star. Les tenues sexy pour Bliss, le maquillage, les injections de dopants et d'antidouleurs, les entraînements très très exigeants et presque, non mais même violents. Et on le verra dans la suite de ce beau roman. Une mère qui saura exploiter sa petite fille bien au-delà de la mort. Alors il y a également le père, qui est un homme obsédé par sa carrière et par son image. Un homme volage, un homme machiste, paternaliste, égoïste, violent verbalement, qui va cautionner ce que fait sa femme de leur petite fille. Comme ça, en fait, il a la paix, son épouse si fragile et si pénible et bien occupée grâce à Bliss. Donc le père, lui, ben, ça l'arrange. Il y a Bliss, bien sûr, un personnage très présent de ce roman, sa souffrance physique due aux entraînements, son épuisement et ses douleurs constants, sa peur d'échouer et de décevoir sa mère, l'isolement de cette petite fille de ses pères parce que sa maman l'a déscolarisée pour qu'elle se sente sur sa carrière à 5 ans, c'est terrible. Et puis le stress, la pression inimaginable des compétitions. Et en fait, Bliss, cette petite fille, en fait, on suit dans le... On comprend, et c'est très bien écrit du point de vue psychologique, elle a plein de symptômes de détresse. Et aussi, on voit qu'elle lance quelques petits appels à l'aide auprès de Skyler parce que elle est absolument effrayée par sa maman. Et puis il y a Skyler, qui est un gamin délaissé, un Skyler qui a déçu son père parce qu'il ne s'intéresse pas au foot. Skyler, c'est également un gamin qui va boiter à vie parce qu'il s'est gravement blessé dans un entraînement de gym où il s'était donné à fond alors qu'il détestait ça pour essayer de plaire à son père qui voulait en faire un champion de gym. Voilà, Skyler, c'est un gamin shooté dès son plus jeune âge aux antidouleurs, aux psychotropes, et on va le voir, qui deviendra toxico à l'adolescence. Alors d'un ton sarcastique, bourré d'intelligence et de détresse mélangée, Skyler nous raconte son histoire, son enfance, il nous raconte Bliss, il nous raconte ses parents si malsains, des parents qui utilisaient leurs enfants pour servir leur but et leurs rêves, sans le savoir de façon naïve, mais c'est bel et bien ce qu'ils faisaient. Des parents détraqués, quoi. Skyler nous raconte ce qu'il est devenu et ce que ses géniteurs sont devenus après le meurtre non élucidé de Bliss. Il va nous dévoiler peu à peu des trucs absolument stupéfiants. C'est passionnant et horrible à la fois. Vraiment, c'était impossible à lâcher. 735 pages de thriller psychologique intense, hyper fouillé dans les personnages. Un roman vraiment difficile à lâcher, avec pas mal de rebondissements, et on grimpe peu à peu dans l'horreur jusqu'où peuvent aller certains personnages. Une fois de plus, j'ai trouvé que Joyce Carol Oates, elle démontre sa capacité à fouiller très en profondeur l'âme humaine pour montrer toute la folie ou la bêtise qui peuvent s'y loger. Elle nous donne également à voir de façon très fine la superficialité, l'hypocrisie des relations humaines dans les milieux chics, dans les milieux mondains. Elle balance pas mal là-dessus de façon détournée, mais quand même on sent qu'elle a un regard très très aiguisé là-dessus. Et elle nous prend dans les filets d'une histoire absolument haletante, à l'écriture très dense donc, et très réflexive. Il y a beaucoup de réflexions très pertinentes dans ce roman. Je trouve que cet auteur, Joyce Carol Oates, a le don de nous faire toucher toute la noirceur et toute la détresse de ses personnages. Et en même temps, elle est, malgré cela, capable de rendre humain et voire même presque touchant les pires monstres. C'est vraiment très très fin et j'ai adoré cette lecture que je recommande vraiment chaudement aux amateurs de thrillers psychologiques. Si vous ne connaissez pas Joyce Carol Oates, mais bon, elle est super connue, et en tout cas, si vous ne connaissez pas, je recommande et il faut foncer. Voilà pour cette première lecture.
Alors, je vais vous parler ensuite d'un roman qui m'a beaucoup moins plu. J'aurais peut-être pas dû le lire juste après celui-ci. C'est un roman qui a un énorme succès. J'avoue qu'il ne m'attirait pas du tout quand je le voyais dans les rayons, bien au contraire. Et puis on me l'a offert, merci ma copine Florence Monneron, je mettrai le lien vers sa chaîne dans la barre d'informations, qui me l'a gentiment offert puisqu'elle l'a adoré et je l'ai reçu, c'était vraiment très très gentil et j'ai foncé, je suis allée le découvrir tellement je le voyais depuis longtemps, je me suis dit quand même je vais essayer. Donc c'est La femme de ménage de Freida McFadden et à ce que j'ai compris c'est un tome 1, a priori il y a il y a une suite sur deux opus. Alors je vais y aller directement. J'ai pas du tout aimé cette lecture parce qu'en fait, elle comprend en fait tout ce que je n'aime pas de retrouver dans mes lectures. Alors attention, je dénigre pas du tout, je dis juste que c'est des choses que moi je n'aime pas et des choses qui m'ennuient, mais je conçois tout à fait que ça puisse plaire. J'ai trouvé une écriture ultra fluide et facile, très concrète, et j'aime bien quand c'est plus élaboré, plus compliqué. Il y a beaucoup avec par exemple beaucoup de zoom sur des petits détails et des dialogues complètement, qui n'apportent peu au récit, moi en tout cas qui m'apportent peu. J'ai trouvé les personnages vraiment très clichés et leur situation peu crédible. Alors moi je recherche vraiment de la réalité dans mes lectures. Je conçois qu'on puisse chercher autre chose, hein, bien entendu, mais moi ça ne me convient pas, ça m'ennuie. J'ai trouvé qu'il y avait également de la romance érotique et j'aime pas ça, tout simplement. Et puis que l'intrigue de ce thriller, j'ai trouvé facile et extrêmement prévisible. Bon voilà, pour mon avis global, je vais rentrer un petit peu plus dans le détail. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, il a beaucoup de succès, donc je pense que beaucoup connaissent ce roman. Dans ce roman, on suit Nina qui... Non, c'est pas Nina. C'est pas du tout Nina, c'est Millie. Nina, c'est la mère. Millie, qui est une jeune fille, très jeune femme, super belle, qui donc a la vingtaine, qui sort de prison et qui se trouve dans une situation sociale un peu, extrêmement compliquée, puisqu'elle se retrouve à devoir dormir dans sa voiture. Alors Millie, elle est désespérée, elle cherche du boulot et voilà qu'elle trouve un job de nounou, femme de ménage, nourrie logée, chez une famille super riche. Elle va dormir, on va lui octroyer une petite chambre dans le grenier avec, de façon très très bizarre, une porte dont le verrou est situé à l'extérieur, vers l'extérieur de la chambre. Alors dans cette famille, il y a la mère qui est complètement disjonctée et qui alterne des sautes d'humeur impressionnantes. Une mère qui est shootée pardon, au neuroleptique. Et d'ailleurs, déjà, ça, c'est peut-être une déformation professionnelle, mais déjà ça m'a vraiment... j'ai tilté par rapport à ce détail-là, parce que la mère a vraiment des sautes d'humeur et un comportement exacerbé dans ce roman, alors qu'elle est shootée à des neuroleptiques très très puissants, et en fait ça c'est pas du tout crédible, puisque avec ce qu'elle prend, elle devrait être très très inhibée et très ralentie, et ne pas être en mesure d'avoir ces comportements-là. Elle devrait dormir beaucoup, mais bon, voilà, déjà d'entrée de jeu, ça m'a donné une mauvaise impression du roman, je dois l'avouer. Il y a également la petite fille dont doit s'occuper Millie, qui est une vraie peste, cette petite fille, pire que Nellie Olson dans La petite maison dans la prairie. Voilà. Il y a également le père ultra riche et également ultra sexy, super beau gosse, bien zappé, qui sent bon. Nina n'arrête pas, non pas Nina, Millie n'arrête pas de répéter ça, qu'il est super beau, sexy, il sent bon, il est somptueux, dit-elle, et ça, alors là, vraiment, ça commençait à m'agacer. En plus, il est décrit, c'est un personnage extrêmement doux, extrêmement gentil, très attentionné, voilà, très caricatural. Et puis dans l'histoire, il y a également un jardinier très très musclé, très mignon, très taiseux, mystérieux. Alors là, j'avoue qu'une fois que les personnages étaient plantés,
j'avoue, j'ai failli abandonner ma lecture. Enfin, c'était vraiment pas du tout mon style. Je me demandais si j'allais continuer. J'avais l'impression d'être tombée dans... Enfin, voilà, je me disais, ça va tourner à la romance érotique, c'est pas possible. Voilà, tellement ça insistait sur les beaux mâles. Bon, j'ai continué et j'ai pas été déçue de continuer, il faut admettre. Je l'ai dévoré parce qu'il est super bien écrit. J'ai continué ma lecture et faut admettre donc que ça se lit vite, très facilement. C'est super bien construit avec plein de rebondissements, même si bon, j'avais très bien deviné vers quoi on allait. En tout cas, j'avoue que c'est un vrai page-turner. On est piégé. On veut vraiment savoir ce que va devenir, enfin comment Mélie va se dépêtrer du sacré bourbier dans lequel elle s'est fourrée. Voilà, j'avoue, super bon page-turner, hein. Mais au final, pour moi, ça reste une intrigue. J'ai pas été satisfaite de cette intrigue que j'ai trouvée très facile et vraiment devinable, construite sur beaucoup d'éléments non crédibles. C'était surtout beaucoup plus proche de la romance érotique en fait que du thriller psychologique. J'ai trouvé en fait que le thriller psychologique n'était qu'un prétexte pour faire passer de la romance érotique. Voilà, c'est comme ça que je vois ce roman. Et ben moi, comme j'aime pas la romance et encore moins la romance érotique, clairement, je me suis ennuyée. Mais alors, je comprends tout à fait le succès à présent. Hein, la romance plaît beaucoup en ce moment. Les personnes qui aiment ont dû vraiment se régaler. En plus, il y a un suspense derrière. C'est écrit vraiment comme un vrai page-turner. Enfin voilà, il y a tout pour que ça marche bien, ce roman. Sauf que moi, du coup, c'est pas du tout ce que je recherche en lecture. Ça manquait pour moi de vraisemblance, de profondeur, de complexité. Et oui, j'ai tourné les pages parce que je voulais plus m'arrêter, mais j'ai eu vraiment l'impression, enfin c'est une lecture pour moi un peu vide en fait, j'en retiens rien. Donc voilà pour mon avis sur La femme de ménage de Freida McFadden. Alors sinon, comme vous avez pu le voir, vous avez pu en voir un petit bout dans la séquence filmée du début. Samedi dernier, je suis allée sur Paris parce que une artiste peintre que j'aime beaucoup expose en ce moment dans une galerie. C'est Fabienne Verdier, cette artiste peintre, vous la connaissez peut-être. C'est une artiste qui a étudié dans sa jeunesse la calligraphie chinoise et qui a conçu une technique de peinture extrêmement spéciale. Elle peint avec d'énormes pinceaux qu'elle manipule avec toute la force de son corps et elle fait des traits sur des fonds et ça fait des rendus qui me fascinent depuis des années. J'adore cette artiste. Je vous mets quelques photos de ses peintures. Pourquoi j'en parle? Parce que vraiment, j'étais déjà ravie. C'est une artiste qui expose assez peu et j'étais ravie de voir ses dernières créations depuis 2022. Et puis en plus, à la librairie de la galerie, il y avait un magnifique ouvrage qui présente et qui explique les carnets de l'artiste. Des carnets où elle note tout ce qui l'inspire, toutes ses pensées. Elle passe, c'est expliqué dans le livre. J'ai craqué évidemment puisqu'il est là. Elle y passe plusieurs heures par jour à écrire, à se plonger dans ses carnets. Et c'est ce qui lui donne de l'inspiration pour ses toiles. Alors j'adore tout ce qui touche à la création de carnets. Voilà, mes carnets ils sont là, j'écris beaucoup, je colle beaucoup dans mes carnets. J'adore l'artiste, donc évidemment j'ai craqué. Je me suis offert ce très beau livre. Et je me régale à découvrir Fabienne Verdier, autrement que par ses toiles, mais plus par le biais de ses écrits, de ses pensées qu'elle écrit dans ses carnets, par ses dessins, par ses collages. C'est un vrai régal. Est-ce qu'on peut voir certaines pages? C'est elle dans son atelier. Voilà, ses carnets. Des pages de son carnet, donc qui sont très très denses et qui sont, l'auteur, qui sont réexpliquées par l'auteur du bouquin, qui est, je ne sais plus qui, voilà, Alexandre von Ottgerden.
Voilà, donc c'était juste pour vous présenter cette acquisition de livres que j'ai faite la semaine dernière. C'est mon petit cadeau de Noël que je m'offre par avance. Et aussi, ça m'a permis de ressortir, toujours au sujet de Fabienne Verdier, je vous recommande un de mes bouquins les plus précieux de ma bibliothèque. C'est son livre Passagère du silence qu'elle avait publié en 2003 et où elle raconte comment elle est partie seule dans les années 80 en Chine alors qu'elle était étudiante aux Beaux-Arts à Paris, je crois. Elle était passionnée de calligraphie chinoise et elle a tout plaqué pour partir dans un tout petit village chinois où exerçait pas loin encore un des plus vieux maîtres, alors dans toute illégalité, hein, parce que la calligraphie, tout ce qui était traditionnel chinois était censuré en fait, mais en tout cas elle savait qu'un très vieux maître de calligraphie chinoise vivait dans le coin, donc elle s'est retrouvée à étudier dans des conditions extrêmement difficiles dans une école d'art contrôlée par le Parti communiste, et elle raconte comment elle a pu en douce rencontrer le maître et étudier avec lui sans que le parti le sache, parce que c'était interdit. Elle nous raconte cet apprentissage sur quelques années extrêmement pointu, réaliser cet apprentissage dans des conditions misérables et parfois dans la faim, dans la maladie, et c'est fascinant à lire son récit. C'est cet apprentissage et c'est ces années en Chine qui lui ont permis de développer son style, en tout cas que je trouve fascinant, qui mêle l'art contemporain et la calligraphie chinoise ancestrale. Voilà, c'était ce Passagère du silence de Fabienne Verdier. C'est un livre que je recommande, vraiment, c'est passionnant. Voilà, fin de la parenthèse artistique autour de Fabienne Verdier. Pour terminer, je vais vous parler de mes... Oula, il n'y a plus de place. On va faire autrement. Hop, je vais vous parler de mes dernières lectures. Voilà. J'ai terminé le 11e tome de la série policière québécoise de Louise Penny. Série qui met en scène l'inspecteur Gamache et ses collègues, ses amis et sa famille. Ce tome, c'était La nature de la bête et c'était très très bon. J'ai adoré, j'ai passé un très bon moment. Et au niveau de ma lecture en cours, je suis en train de terminer un petit roman absolument incroyable et terriblement glaçant. C'est Le 5e enfant de Doris Lessing, que j'avais envie de relire depuis un moment déjà, Doris Lessing. C'est truculent, hein. On est dans une famille, tout se passe bien et on vire à l'horreur. Voilà, c'est du glauque très très bien écrit. J'en parlerai très très bientôt de ces deux livres dans un prochain point lecture. Ben voilà pour aujourd'hui, pour ce point lecture du 30 octobre. J'espère que de votre côté, vous faites de super bonnes lectures en ce moment, que vous avez le temps de lire. Peut-être vous êtes en vacances, moi je ne le suis pas, mais si vous êtes en vacances, j'espère que vous faites de bonnes lectures. N'hésitez pas à échanger avec moi en commentaire, c'est vraiment pour ça que je fais la chaîne. C'est vraiment un plaisir de vous lire, qu'on puisse avoir de l'échange autour de la nature ou autre en commentaire. Parfois, même si vous n'avez pas le temps, voilà, même un petit emoji, ben, ça fait toujours plaisir. Et je vous attends en tout cas pour échanger en commentaire. Et en attendant le prochain point lecture, je vous souhaite d'excellentes lectures. À bientôt!